Bien, mesdames et messieurs, on espère que vous avez pu échanger avec vos collègues et vos amis. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous laisser un peu de temps sans trop parler, de telle façon que nous puissions interviewer calmement et de manière audible les quelques personnes que nous allons voir. Donc merci de bien vouloir respecter ce moment, merci à vous. Et bien sûr, on va commencer par Madame Redley. Madame Redley, vous avez été fortement sollicitée cette année. Vous avez répondu positivement pour toutes les manifestations qui ont été faites en hommage à votre mari. Et vous avez fait ça de manière remarquable. Mais franchement, ce ne sont pas des flatteries, c'est vraiment la vérité. Je n'étais pas préparé, mais c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, mais vous avez été d'une ouverture extraordinaire. On connaît un petit peu l'histoire de votre mari, bien évidemment. On a même fait une biographie sur lui, on en reparlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on aimerait plus parler de Madame Redley plutôt que de Jean Redley. Ça va intéresser ces personnes. Vous croyez que c'est intéressant pour ces passionnés d'automobile? Écoutez, quand tout le monde sera parti, on verra. On vous le dira. Alors... on va commencer par la jeunesse, on va commencer par le commencement. La jeunesse, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, enfant? Enfin, enfant, on ne va pas vous demander. Je ne me souviens pas tellement de tout. Je me souviens même de très peu de choses. Et vous voulez savoir quoi? Ce que vous avez envie de nous dire, si vous avez des souvenirs particuliers. Oui, non, mais surtout si vous comment ça se passait avec votre sœur, avec votre frère, avec vos parents, mais sans rentrer dans les détails. Comme toutes les familles nombreuses, parce que c'est nombreux déjà 3, et il y a parfois des difficultés et beaucoup d'intérêt aussi, donc normal. Une passion pour l'automobile, c'est votre frère qui était plus intéressé par l'automobile, et vous aussi d'ailleurs. Ah bah oui, justement. Je suis né dans l'automobile, moi, et surtout chez Renault. C'était lourd? Non, pas lourd. Ça roulait. Ça roulait, ça roulait. Très bien. Et votre maman faisait partie d'une famille qui avait les roseraies? Oui, c'est ça, oui. Mais pas du tout dans l'automobile. Et alors, comment ça se passe? Plutôt l'époque des chevaux. Oui. Ah bah donc ça reste un petit peu. Mais pas mécanique. Mais donc là, on a Ève qui continue à s'occuper des chevaux avec. On va prendre le relais. Voilà. Donc Ève, la petite fille, merci d'être parmi nous. Et avec vos deux sœurs, concours complet, concours d'obstacles, à chevaux, etc., etc. On fera votre interview dans 20 ans, madame. Voilà. Et alors, vos centres d'intérêt, vous étiez attiré, je crois, par tout ce qui était un petit peu artistique, la mode, etc. Oui, quand j'ai fini mes études, pas tellement brillantes d'ailleurs, enfin je les ai finies quand même, et là je me suis intéressée. Qu'est-ce que j'aimais quand on a 18 ans? J'aimais la danse, j'aimais la musique, j'aimais le sport. Qu'est-ce que j'aimais de toutes les façons? Avec mon père, c'était pas toujours facile parce que tout ce que l'on voulait faire, il était contre. Mais vous avez un caractère qui a permis quand même d'aller au-delà. Je suis passé sans problème. Et j'ai épousé Jean, assez jeune d'ailleurs. Alors, un petit mot là-dessus, sans rentrer trop dans les détails. On sait que on n'est pas là pour regarder à travers le trou de la serrure, rassurez-vous. On sait que la rencontre avec Monsieur Redley s'est faite de manière un petit peu impromptue. C'était l'occasion d'un jeu de cartes ou Des amis communs qui m'ont présenté Jean. Et Jean a voulu avoir mon numéro de téléphone. J'ai pas eu envie de lui donner d'ailleurs. Et il se trouve que quand mon frère a voulu faire des rallyes, puisqu'il voulait en faire chez Renault, on lui a dit écoutez, allez voir Jean Redley, parce qu'il avait commencé déjà Jean à faire des rallyes, donc il va lui expliquer ce qu'il faut faire pour l'automobile. Donc il a rencontré mon frère, il lui a dit mais tu n'aurais pas une sœur qui s'appelle Michel? Ah oui, c'était en effet. Il me dit t'as pas son numéro de téléphone? Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean. Voilà, donc c'est formidable quand même. Hein. Et alors, il y a un autre moment important, j'imagine, c'est quand on rencontre la famille de Monsieur Redley à Dieppe et quand. C'est très sympathique, très différent de Jean, son père en particulier. Sa mère lui ressemblait beaucoup, il ressemblait beaucoup à sa mère.
Il avait les mêmes qualités, la même intelligence d'ailleurs des affaires. Et son père était sportif. Il ne travaillait pas tellement, mais il allait à la chasse, à la pêche, à faire du ski. Et c'est ma belle-mère qui gérait beaucoup de choses. Et la maman comptait beaucoup pour Monsieur Redley. Oui, ils étaient très proches. D'abord, ils se ressemblaient physiquement et intellectuellement. Ils étaient très, très semblables. Et alors, vous avez été acceptée comme une jeune femme parisienne dans l'automobile? Je ne sais pas si ça a joué le fait que mon père ait été dans l'automobile, mais peut-être. Peut-être. Alors, si on parle de la vie avec Jean Redley, non mais on va pas. On a dit qu'on restait sur le côté. Mais vous avez été l'animatrice de la vie sociale de Monsieur Redley. Indirectement, oui. C'était- J'ai dit indirectement. Oui, mais j'étais là. Voilà. Vous aviez Quand il fallait. quand il fallait, c'est ça. Et est-ce que vous étiez, quand il faisait ces courses de voiture, est-ce que vous aviez une inquiétude ou est-ce que c'était... Non, au début, j'avais absolument pas peur du tout. Bon, il aimait ça, c'est sa passion, ça me gênait pas du tout. Par contre, lorsqu'il a eu cet accident aux États-Unis, à Sebring très exactement, il était allé courir et je crois qu'il courait avec, je ne sais pas quelle voiture d'ailleurs, mais c'était un ancien terrain d'aviation, il y avait des rails. Donc sa roue s'est dû prendre dans des rails qui étaient là, et il a fait des pluieurs tonneaux, bref. Et il est sorti de cette voiture, et l'ambulance qui était là a demandé qu'il monte dans cette voiture. Il a dit non, pas du tout, je rentre à pied au stand. Mais il y avait la presse qui était là, et on l'a annoncé sa mort. Oui. Pas tellement agréable. Donc j'étais chez moi. Et pour savoir s'il était vraiment mort ou pas, ou quoi, impossible d'avoir des nouvelles. Et on m'a dit, madame, il faut attendre, c'est France Presse demain matin qui vous donnera les nouvelles. Et heureusement, il a refusé de monter dans l'ambulance. L'ambulance a été complètement écrasée par une voiture. Donc s'il était monté dans l'ambulance, il ne serait plus là. Il y a des jours où il vaut mieux rester tranquille. Bah, il paraît. Voilà, il paraît. Voilà. Et alors... il avait bien sûr cette volonté de monter son entreprise et ça c'était quelque chose de vital pour lui. On va vous demander s'il vous plaît de respecter un peu le silence s'il vous plaît, merci beaucoup. Oui, c'est bien sûr, ça l'intéressait, c'est sa passion. Depuis qu'il était tout petit. Il voulait aller avec quelque chose qui allait vite. La vitesse. Et puis surtout la mécanique, avec tout ce que ça représentait pour lui d'intéressant, passionnant. Voilà. C'est un homme de mouvement, votre mari. Il aimait toujours en vitesse. Le ski, le bateau, les avions. Les avions, il aurait bien voulu, moi aussi d'ailleurs. Donc oui, les avions l'auraient beaucoup intéressé. Il aurait aimé... Je ne sais pas quoi encore, mais en tout cas la voiture, complètement la voiture. Et alors, quand vous êtes parti, au Brésil pour les premiers contrats de fabrication à l'étranger, vous avez rencontré la famille Max P, je pense, avec dans des conditions un peu particulières. Il faisait l'Alpine là-bas, qui s'appelait Interlagos. Oui. Donc on a été invités la première fois, l'usine fonctionnait déjà. Et Jean et moi, on est arrivés, il y avait donc une soirée préparée pour Jean en particulier. On n'est pas venus, on est arrivés. C'était dramatique. Ils avaient fait un grand truc à Rio, ils avaient même fait une chanson sur l'Interlagos, puisqu'elle s'appelait Interlagos, et nous n'étions pas là. Mais vous avez gardé beaucoup d'amitié avec... On est restés amis avec eux, ils nous en ont pas voulu, on a dû raconter quelque chose, pas forcément la vérité. Et ça a passé, voilà. Voilà, bon, très bien. Est-ce que vous avez le souvenir de la course pour laquelle M. Redley était le plus fier de ses victoires ou de l'événement? Les 1000 Emilia, et puis cette course qui durait 5 jours. Liège-Rome-Liège. Voilà, c'était les deux courses qui ont marqué dans sa vie. Beaucoup.
Alors, il a embauché quelques collaborateurs, et en particulier un certain Jacques Chénis. Oui, Et il s'appréciait beaucoup. on lui dira pas, mais entre nous, comment ça s'est passé? Très bien. D'ailleurs, il est là et moi je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Mais Les beaucoup gens de l'aimaient personnes. beaucoup aussi. Je l'appréciais, ils avaient des qualités qui se mêlaient très bien. C'était deux taiseux qui s'entendaient bien, c'est bizarre. Deux taiseux. Des gens qui ne parlent pas, qui s'entendent, c'est bizarre ça quand même. Hein, Il faut voir que c'est différent à chaque fois. Oui, donc voilà. Donc c'était quand même quelqu'un c'était un gros travailleur, Jean, Ah oui, et oui. un peu seul, non? Dans son travail, Oui, non, pas du tout. non? Pas du tout. Ces hommes, c'était très important pour lui. Très important. Il sait très bien que sans eux, il n'aurait pas fait tout ça. Donc bien sûr, il avait Ah son oui, précaré. bien sûr, bien sûr. Puisque comme je vous répète que sans tout le monde ici et toute cette équipe, Alpine n'existerait pas. Alors, aujourd'hui, Alpine revit avec Oui, et c'est bien tout. ça. Alors, C'est racontez-nous, peut-être ce que dites-moi votre j'aurais sentiment. voulu. Mon sentiment, c'est que c'est mérité, justifié et que c'est bien. Et Et le nom reste, et c'est bien aussi. le nom reste parce que, bon, des petites filles, pas encore de petits garçons qui vont porter le nom, mais des filles qui s'intéressent à l'automobile un petit peu. Ouais, on le dit beaucoup, et j'en ai une là juste en face de moi, qui aimerait bien effectivement faire beaucoup plus d'automobiles qu'elle ne le fait. J'ai entendu dire qu'il y avait des essais sur le circuit du Castellet en Fun Cup. Avec papa devant, ça doit aider un petit peu, non? Elle nous a laissé rouler. Voilà, voilà. Bon, bien écoutez, madame, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes une présence extraordinaire, mais il n'y a pas de flatterie dans ce que je dis là. On a eu l'occasion de se rencontrer C'est moult vrai. fois, mais J'espère que c'est pas fini. Hein. merci. Je ferai en sorte de. Et moi aussi. Voilà, donc merci pour votre élégance, merci pour votre pertinence, merci pour votre partage. J'ose dire, ne changez rien, vous êtes parfaite. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, oui, chacun son tour. Donc, Mais on- tu vas pas que t'emmerdes le monde. Ah oui, oui. Mais rassure-toi, ça va être moins long pour toi, Jacques. Jacques, un petit mot sur cette relation très personnelle que vous aviez tous les deux avec Jean, mais il y avait peut-être d'autres personnes avec lesquelles il y avait cette fusion, ou bien c'était vraiment très très proche? Je fais pas de ménage à trois. Deux personnes, ça suffit. On n'était pas encore à l'époque où les gens se multiplient, etc. On travaillait étroitement tous les deux Très bien. et séparément. Oui. Et alors, comment ça se passait? Il te disait, tiens, j'ai envie de faire ça, ou c'était, il disait rien du tout, il faisait, et puis toi, tu suivais derrière? Non, Parce que il, il y avait pas d'ordre, il y avait rien du tout. C'était une complicité totale. il suggérait. Voilà. Et ce serait chouette que voilà, qu'on gagne le championnat de France cette année. Bon. Ce serait chouette que le championnat d'Europe on fasse quelque chose l'année prochaine. Et puis la suite, il le disait même pas, ça allait tellement de soi qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Et alors toi là-dedans, comment tu réagissais? Tu disais, il m'a encore mis dans un bazar infernal, ça va être compliqué, ou au contraire, chic, on va se régaler? Non, je dirais, j'anticipais. Je faisais en sorte de lui présenter les, la possibilité de faire de l'équipe et les développements ultérieurs qu'on pouvait apporter à l'équipe. Et le matériel qu'il nous fallait, et éventuellement les budgets qu'il nous fallait. C'est un duo qui n'existe nulle part ailleurs, le duo que vous formiez tous les deux dans les grandes marques de voitures. Enfin, je ne sais pas, évidemment, dans l'époque moderne, ça, on ne peut pas l'imaginer, mais
Mais à l'époque, je pense que chez Lotus, par exemple, ça ne devait pas être très différent. Oui, mais Chapin était tout seul. Tout seul, il se mettait en vedette tout seul, ce qui n'était pas le cas de Jean Radélé, mais je suis persuadé qu'il n'était pas tout seul. Bon, ben voilà, c'est clair, très très bien. Alors, merci beaucoup, Jacques. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier à l'issue de cette année des 100 ans de virtuel de Jean Redley? Ben, je pense qu'il serait très fier de voir le plateau ici. Avec cette supériorité en nombre des nouvelles alpines, il serait très heureux. Merci, merci beaucoup. Je t'embrasse pas, Melchiorier. Merci, merci. Alors, vous allez voir une troisième personne qui a bien connu Jean Redley, mais dans des conditions un petit peu particulières. À l'époque, il avait des culottes courtes, mais déjà la passion. Olivier, raconte-moi un peu tes premiers émois quand tu as rencontré Jean Redley au tout début. Je rappelle que ton papa était à l'époque le grand patron du commerce de Renault. On connaît toute l'histoire de Thiron-Gardet, etc. Mais tu étais le fils du grand patron du commerce. Et tu rencontrais un créateur d'automobile. En fait, ce qui est émouvant pour moi aujourd'hui, c'est que la première rencontre avec Jean Redley et avec Michel, ça s'est passé ici, à Thiron-Gardet. Et je le disais à Michel tout à l'heure, ils sont arrivés dans une berlinette de couleur bronze. Et on savait qu'ils venaient. Moi, c'était la curiosité. Je ne connaissais pas Alpine. Je ne connaissais pas Jean Redley. J'étais un passionné de Renault, mais pas du tout de compétition. Et on a fait le retour de Thiron à Paris, puisqu'on habitait à Paris, mon père, Jean Redley et moi, dans la berlinette. Et j'ai eu la passion de la course, d'Alpine et de Jean Redley ce jour-là. Et Vous étiez à 3 dans l'auto? On était à 3 parce qu'à l'époque, je devais avoir 8 ou 9 ans, donc on tenait largement derrière dans une berlinette à cet âge-là. On aurait pu en mettre un autre. Oui, on aurait pu être 4 dedans, c'est clair. Et alors, ça a été le coup de foudre pour la voiture, pour les discussions. Qu'est-ce qui a fait accrocher? Je crois que, comme beaucoup de gens, ce qui frappait quand on rencontrait Jean Redley, c'était son charisme, la façon, je dirais presque envoûtante qu'il avait dans les relations qu'on pouvait nouer avec lui. Et c'est un tout, je veux dire, la berlinette c'était Jean Redley, Jean Redley c'était la berlinette, c'était évidemment monsieur Alpine. Et je dois dire que moi, dans ma vie, je me suis beaucoup inspiré de ce que Jean Redley a pu faire. Alors, moi, ce que je peux dire, vu de la fenêtre, de côté, pour avoir vécu toutes vos aventures à côté, il y a sans doute monsieur Alpine bis, là, et il y a sans doute monsieur Alpine terre, ici, et vous êtes du même, je dirais, de la même façon, de la même personnalité, de la même humanité. Et ça, c'est fantastique. Et tu portes le drapeau encore Alpine. Alors, c'est vrai que j'ai eu le bonheur avec Jean-Charles Redley de faire partie, avec Bernard Olivier, sous l'égide de Bernard Olivier, de l'Alpine Advisory Board, et qu'on a donc, avec Jacques, avant qu'il ne s'en aille, participé à la renaissance de cette voiture. Personnellement, je n'ai jamais voulu rouler avec autre chose qu'avec une Alpine. À l'époque où je pilotais un petit peu en rallye, Patrick Landon voulait absolument que je roule avec une R5 Alpine. Je disais non, c'est pas une vraie Alpine. Moi, je vais être sur une Alpine, et je roulais avec la 310 Groupe 4. Et quand j'ai eu le bonheur de pouvoir monter ma propre écurie professionnelle, là, c'est plus de Jacques Chénis que je me suis inspiré. Et je suis allé chercher un seul pilote qui était pour moi une évidence, à savoir Jean-Luc Terrier. C'est bien de faire des bons choix dans la vie, hein, de rencontrer des bonnes personnes et de n'être que par ces personnes-là et de s'inspirer d'elles. Ça a permis à Jean-Luc, parce que c'est vraiment son talent qui nous a permis de gagner dès la première année le championnat de France des rallyes. Bravo. Une dernière question. Tu as vendu combien de nouvelles Alpines actuellement?
Alors ça, c'est Vincent Gouillard, mon collaborateur, qui pourrait le dire, mais je pense que on est avec le centre alpine Jean Rédélé, puisqu'on a le seul centre alpine qui s'appelle Jean Rédélé, qui est à Brie-contre-Robert, et avec celui de Menton-Vexin, je pense qu'on doit être parmi les plus gros vendeurs d'alpines en France, donc dans le monde. Les bons de commande sont disponibles. Il y a un stand tout à l'heure et vous aurez le plaisir de le faire avec le patron. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Je vais continuer mon chemin un petit peu et puis vous retrouver tout à l'heure. Alors, je vais commencer par un pilote qui est le plus ancien, un des plus anciens à rouler pour Alpine, puisqu'il roulait en 106 déjà. Jean Villati, on est tellement content de t'avoir avec nous parce que t'es une légende tout seul. Oh là, faut exagérer quand même. Non, c'est vrai que j'étais un des premiers à rouler sur une A106, disons en 1956, ça me rajeunit pas. Et puis j'ai continué, j'ai progressé dans la gamme chez Alpine et en parallèle chez Renault. Donc j'ai continué pour arriver jusqu'à l'Alpine 3 litres. Donc j'ai une longue carrière de pilote. Ta voiture préférée, parce que bon, rapidement, on va dire que Jean a roulé avec tout un tas de voitures. On connaît bien sûr la 2 chevaux, on connaît la 1063, on connaît les DB, on connaît les Abarth, on connaît les Alpines, etc., etc. Mais et puis la Gordini, bien évidemment. Est-ce que tu as une voiture pour laquelle tu as un sentiment très particulier ou un modèle? Je connais la réponse. Attention à ce que tu vas dire. Bon, je sais que j'ai déjà donné mon opinion sur les voitures alpines. Et pour moi, la meilleure, c'est une Alpine avec un moteur de base R8 Gordini 1440. C'est la voiture la plus pas facile à conduire, la plus efficace, la plus légère à conduire. Et c'est vraiment la voiture exceptionnelle pour moi de toute la gamme que j'ai pu essayer. Même les 1800, bon, c'était très très bien, c'était très très vite, mais moins agréable à piloter. Et alors, quand tu parlais avec Monsieur Redley, est-ce que vous aviez des échanges sur les voitures ou est-ce que tu étais plus en contact avec Arrivel quand tu étais chez Alpine ou avec l'équipe de Fretté quand tu étais chez Renault? Non, disons que je n'avais pas trop de contact avec Jean pour parler des voitures. Comme on n'avait pas tellement de temps, on échangeait les voitures rapidement. On sautait d'une dans l'autre pour aller faire des reconnaissances ou des rallyes. Et bon, ça m'arrivait d'avoir l'occasion de parler avec Jean, mais c'est surtout avec Arrivel que j'avais plus de contact. Et Jacques, bien entendu. Merci beaucoup de ce témoignage, Jean. Tu nous raconteras comment tu vas évoluer. Maintenant que tu as vendu ta GT, tu vas pouvoir avoir un petit peu de sous pour acheter une nouvelle Alpine, non? Ben, si je continue, je vais retrouver une GT. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un autre champion à côté, multi-titré, évoluant. Jean a été champion de France, évidemment. Et là, je suis avec un autre champion de France, entre autres, avec multi-champion de France. Et notre ami, racontez-nous un petit peu, Bernard, comment c'était la relation avec Alpine quand vous êtes rentré en compétition. Je crois savoir, vous avez déjà raconté un petit peu l'histoire du contrat signé avec Jacques. Vous allez tout le redire. Hein. Vous allez voir quelle complicité ils avaient. Ben, comme on dit dans le Midi, je battais devant l'équipe Alpine et je savais qu'ils n'y rentreraient jamais parce qu'il y avait 7 ou 8 pilotes officiels. Et il ne faut pas rêver, on sait très bien qu'ils ne vont pas virer un pilote pour prendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui arrive de nulle part, évidemment. Et puis, il y a eu un miracle. J'étais chez NSU et je les ai malmenés toute la nuit. Entre autres... Un miracle, je ne suis pas sûr. Hein. Il y a eu une performance d'abord avec la NSU. Hein. Oui, mais enfin bon, voilà,
je me rappelle au parc fermé, Jacques Chénis et Jean Réglé sont venus vers moi en me disant tu nous emmerdais toute la nuit, on ne sait pas ce qu'on va faire de toi, mais tu vas signer 3 ans, tu nous casseras plus les couilles. Voilà. Ça a été ça. C'était l'époque où Alpine avait plein de pilotes. Voilà. Peut-être que tu peux leur donner des conseils aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Mais tout en me disant il n'y a pas de programme, on verra bien ce qu'on va faire de toi. Et puis évidemment, quand on se retrouve dans cette position, on a l'impression que j'étais sur le quai, que le train passait, que la porte s'est ouverte, je sautais dedans, et puis c'était le dernier. Hein. Dans l'équipe rallye, je suis le dernier à être rentré. Et puis j'ai rencontré des garçons, évidemment Jacques Chénis était l'initiateur de cette bonne ambiance. Mon premier tour de corps, je le gagne grâce à Jean Réglé, je pars à Jean Vinatier, je parle sous son contrôle. Il y a eu un quiproquo sur une assistance volante que Jacques Chénis avait initié parce qu'il y avait une suspicion sur une usure de pneu beaucoup plus forte que prévu sur le et puis bon, il y a eu une maldonne et je me suis retrouvé moi sans roue et donc j'aurais perdu le Tour de Corse. J'étais en tête. Et Jean Vinatier spontanément s'est arrêté, m'a donné une roue de secours, sa roue de secours, au risque lui de ne pas finir, et j'ai gagné le Tour de Corse. Tout est dit. Tout est dit par ça. Tout est dit. Est-ce que ce sont des gestes d'une grande chevalerie qu'on ne retrouve pas aujourd'hui Et puis les garçons, Jean-Pierre Nicolas et Jean-Luc Terrier, qui étaient d'une rapidité sur la terre et sur le glissant invraisemblable. Moi, j'étais un peu en deçà. J'étais, je pense, très vite sur l'asphalte, mais j'avais besoin de rehausser mon niveau. Et Jean-Pierre Nicolas m'a pris comme coéquipier pour me montrer un peu le mode d'emploi. Et grâce à eux, grâce aux deux artistes, je suis arrivé à me hisser au niveau championnat du monde sur la terre et la glisse. Mais encore une fois, comment peut-on imaginer dans une équipe comme ça, on puisse partager autant de choses? C'était une vraie famille. Encore une fois, c'est Jacques Chénis qui initiait cette espèce de façon de se comporter les uns avec les autres. Moi j'ai eu l'impression d'être dans un gang hein, quand même. Hein. Vraiment, on allait faire un mauvais coup, on gagnait un rallye, on partageait tout. C'était un gang. Alpine, c'était un gang. Les Dalton. Ah ouais, vraiment. C'est le sentiment que... Mais quel privilège. Quoi qu'il se passe dans notre vie, dans ma vie, avoir vécu ça, c'est un privilège, je pense, qui ne peut plus se reconduire. Je pense que c'est l'époque, les gens... Notre société a tellement évolué que je ne pense pas que ce soit aussi possible aujourd'hui d'être dans une telle situation, parce que la vie est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure, avec un manque de liberté évident. Emmener des spectateurs dans une voiture, dans un mulet, faire un aller-retour dans le Turini, aujourd'hui on sera en prison, quoi. Oui, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure à table, on a vécu des moments extraordinaires, on est tous contents de les avoir vécu, tous conscients d'avoir eu cette chance, tous conscients également que c'est un paradis perdu, mais tous conscients de cette chance et de pouvoir être avec vous, vous écouter et vous êtes du bonheur. Mais la chance de l'avoir partagé surtout, partagé, c'était le partage. On partageait tout, les bonheurs, les emmerdements, parce qu'évidemment on parle que des moments forts, on a eu des gros emmerdements aussi, mais ça c'est la loi d'une équipe de course, mais on partageait tout, on était vraiment, il y avait une cohésion, on était soudés. Moi, c'est ce que je retiendrai. Merci beaucoup, avec une pensée bien évidemment pour Jean-Luc Terrier, puisque vous l'avez évoqué. Il est toujours parmi nous, Jean-Luc. Alors, on va aller voir... un autre personnage qui a toute une histoire avec Alpine également, et en particulier avec une victoire aux 24 heures du Mans dans des conditions un peu particulières, parce que c'était pas prévu que tu roules le Mans, Christian. Non, pas. Alors moi je suis rentré chez Alpine, il y avait un trophée Le Mans Alpine qui était organisé par le Club de l'Ouest et puis Alpine pour les jeunes pilotes, parce que Jean Réglé faisait confiance aux jeunes. Et donc j'ai remporté ce challenge, donc ce qui m'a permis en 1968 de participer aux 24 heures du Mans. Alors à cette époque-là, j'étais le plus jeune pilote de l'équipe Alpine, j'étais aussi le plus jeune pilote des 24 heures du Mans. C'était quand même exceptionnel, parce que les pilotes en général aux 24 heures du Mans à cette époque-là, ils étaient invités sur un palmarès. Moi, je sortais de la Coupe Hermine Gordini, j'avais gagné le premier Panalop, et donc je suis passé comme ça chez Alpine. J'ai fait les premiers essais d'Alpine donc en avril 1968. Donc ça s'est très bien passé. Après, on a fait les 24 heures du Mans avec Bob Volek. On était les débutants tous les deux. On a terminé 11e au général sur une Alpine 1300. Et après, l'année suivante, on a refait les 24 heures du Mans
avec Alain Sarpaggi. Et là, on a gagné l'indice de performance sur la plus petite cylindrée. On était la seule Alpine à l'arrivée. Alors pour revenir à ce que disait Bernard, Alpine c'est une équipe, c'est une ambiance. Par exemple, toutes les primes étaient partagées entre tous les pilotes. Qu'on gagne, qu'on abandonne et tout ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis il n'y avait pas de différence, ceux qui avaient un palmarès, et quand je suis rentré dans l'équipe Alpine, il y avait quand même des noms, des renommés qui avaient gagné les championnats de France, aussi bien en circuit qu'en rallye. Et moi j'arrivais, j'étais le plus jeune, quoi. Et donc j'étais en admiration devant ces pilotes, et de participer à mon âge, 21 ans, 24 heures du Mans, pour moi c'était un rêve d'enfant que j'ai pu réaliser grâce à monsieur Jean Redlé, qui effectivement nous faisait confiance surtout aux jeunes. Merci beaucoup, Christian. Merci de ce témoignage. On va aller voir un autre pilote du Mans, vainqueur du Mans et qui a travaillé beaucoup avec Jean Redlé. Alain, un petit mot sur ta collaboration avec Alpine et en particulier avec Jean Redlé et Jacques, parce que comment ça s'est passé cette rentrée dans l'équipe Alpine? T'es rentré par la petite porte, je crois. Oui, je suis rentré, c'est Jacques Chénis qui m'a embauché à l'époque. J'ai eu un contact avec Jean Redélé, mais malheureusement on n'a pas pu se rencontrer. Et donc Jacques Chénis m'a embauché en 68 pour vendre des voitures, d'abord. Voilà. Mais j'avais dans la ferme idée, moi, de pouvoir piloter un jour. Et c'est arrivé dès le Mans 68, puisqu'ils m'ont proposé un volant sur un proto 1500 avec Alain Le Guérec. Et donc, ça a été ma première grande course internationale où j'ai terminé 9e. Voilà. Et l'année après, avec Christian Étuin, j'ai remis ça sur la 1000 et nous avons gagné l'indice de performance. Voilà, donc. Et après, un peu de monoplace en Formule France, en Formule 3. Oui, la Formule France, la Formule 3, la Formule 2, du proto 2 litres aussi, avec lequel j'ai gagné le championnat d'Europe du prototype 2 litres. Tu es complètement affiché Alpine. En plus, avec les mises au point des voitures pendant très très longtemps. Oui, quand j'ai arrêté ma carrière de pilote en 75, Jacques Chénis m'a proposé un job de metteur au point à l'usine, ce que j'ai accepté d'ailleurs. Et pendant 20 ans, donc, je me suis occupé de la mise au point dynamique de tous les véhicules construits chez Alpine. Les Alpines, et puis par la suite, toutes les Renault sportives aussi. Voilà. Donc si on a du plaisir avec ces autos-là, c'est entre autres à cause de toi et de l'ensemble des équipes. Oui, enfin, il n'y a pas quoi, il y a toute une équipe derrière quand même. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était surtout parler de Jean Redélé, que j'ai quand même bien connu, qui était un homme extraordinaire. Et je voulais dire que c'est un monsieur d'une grande politesse, d'une grande sagesse, et il savait se mettre à la portée des gens. Et donc la discussion était facile avec lui, d'autant plus qu'on avait la même passion, l'automobile, au sens large. Donc c'était assez facile de discuter avec lui. C'était un grand monsieur pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'admiration. Merci beaucoup Alain. Merci. On va terminer par quelqu'un qui parlait un petit peu de savoir se mettre à disposition et à niveau, et ça n'est pas du tout péjoratif, mais se mettre à niveau de ses interlocuteurs. On va évoquer ça pour le dernier interview avec Daniel Vu, qui a été pendant très longtemps ici le patron de cette usine. Et tu avais une relation très, très particulière, très privée avec Jean Redlé, tu nous l'as expliqué. Et Madame Redlé me disait, quand je lui ai dit qu'elle venait ici, elle me dit, mais on met combien de temps entre Paris et Thiron? Je dis, normalement 2 heures. Elle dit, oui, je me souviens, quand on allait chez Monsieur Lamiraud, on mettait 2 heures pour aller ici à Paris. Toi, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené ici de Dieppe à Thiron, parce que t'étais l'homme de Thiron. Hein. Oui, bien sûr. Pourquoi je suis venu à Thiron, c'est que d'abord je suis rentré chez Alpine en 61. Hein, j'étais un des premiers collaborateurs de Jean Redélé. Et en 68, il m'a demandé si je voulais bien venir m'occuper de la formation, entre autres du personnel à l'usine de Thiron-Gardet, qui venait d'être construite. Et bon, m'occuper aussi de toute la fabrication et la formation. Donc bien sûr, j'ai accepté. Et le grand privilège pour moi, c'est que M. Redélé venait régulièrement
voir Monsieur Lamiraud à Thiron. Et régulièrement, le dimanche matin, il venait rendre visite à l'usine parce qu'il m'avait donné l'autorisation de faire mon appartement au-dessus de l'usine. Donc j'y étais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et régulièrement, le dimanche matin, donc il venait prendre son petit café pour me demander comment la semaine s'était passée. Donc pour moi, c'était un privilège parce que je l'ai connu de très près. On a vraiment sympathisé. C'était un homme extraordinaire, aussi bien avec les employés, avec moi-même. Et ben, c'est comme ça que j'ai, de 68 à 75, j'ai tenu l'usine et je l'ai vu vraiment régulièrement et discuter vraiment en tête-à-tête très longuement. C'était pas un patron et un employé, c'était deux collaborateurs avec un qui était un peu plus titré que l'autre, mais c'était ça. Oui, et pour moi, avant tout, c'était Monsieur Redélé. Hein. Donc, bon, il me disait, on allait faire un petit tour dans l'usine. Alors, il était toujours un petit compliment, toujours comment ça s'était passé, c'est très bien, c'est bien tenu, de très belles voitures, enfin, c'était vraiment extraordinaire. Hein. À tel point qu'un jour, il a vu ma femme qui était enceinte, et il me dit, Daniel, tu me promets que si c'est un garçon, j'ai que des filles, si c'est un garçon, ça sera moi le parrain. Vous avez bien douté que je suis tombé des nues un peu, et je me suis dit, bon, c'est une petite boutade. Et non, le jour que ma femme a accouché, il a été le premier à lui envoyer un bouquet de fleurs et me dire, surtout, vous m'avez promis, je serai le parrain. Donc vous vous imaginez, pour moi, bon, quel était ce bonheur. Donc il est venu, bien sûr, il est venu au baptême, il a suivi à sa communion jusqu'au mariage, etc. Donc pour moi, c'était un grand privilège. Mais bon, je connaissais M. Redélé depuis 61, et après, quand je suis revenu sur Dieppe après 75, il me venait toujours me saluer à l'après-vente. J'étais responsable aussi bien à l'usine de fabrication, aussi bien à l'après-vente. Donc pour moi, c'est un homme extraordinaire. Voilà, donc quelques témoignages sur Jean Redélé, dont on aura fêté les 100 ans cette année, avec beaucoup de passion et beaucoup de bonheur. On va... Ah, oui. Ça tombe bien parce que je vais encore avoir besoin de vous, madame. Non, parce que vous êtes en train de parler des performances. Alors, je vous en parlais une sur Jean. Nous avons mis une fois Paris, Genève, 3h30. Ça vous donne une idée des moyennes. Et tout ça avec aisance, évidemment, sans aucune crainte. Et j'ose pas dire en respectant les limitations, mais en respectant le... Il n'y avait pas de limitation. Mais il y avait quand même faire attention à la route avec une dextérité formidable. Alors on va vous demander, madame, on va demander où sont-ils, Victor et Olivier. On va vous demander, madame, de bien vouloir accepter quelque chose que nos amis vont vous présenter. Ne bougez pas, ça va venir. Voilà. Non, on va, enfin comme vous voulez. Ça serait plus joli. Lionel, si tu es où, Lionel? Où ça? Viens donc. C'est l'homme responsable de tout. Viens, Lionel. Voilà, Lionel et le comité alpine de Thiron voulaient marquer cet événement d'un geste très, très symbolique. Et donc, je vais laisser ouvrir par ces personnes ce qui vous a été conçu pour vous. Et Lionel vous expliquera la symbolique juste derrière. C'est plusieurs personnes. On va laisser sortir. On va sortir pour. Alors, dans les séries des petites choses qu'on n'a pas évoquées, il faut savoir que Madame Redélé était très, très admiratrice d'un sculpteur géorgien qui s'appelle Gucci. Et donc, on retrouve une inspiration Gucci dans cette pièce. Tu nous dis un mot là-dessus, Lionel?
Non, mais non. Si vous voulez, Michel, comme j'ai déjeuné qu'une seule fois chez vous avec notre ami Philippe, je me suis dit, si je devais offrir une fleur à Michel, qu'est-ce que tu choisirais? Donc j'ai réfléchi et j'ai dit, je pense qu'une fleur de lotus, ce serait représenter cette charmante femme. Et après, je me suis dit, mais cette charmante femme, elle a des enfants. Donc, on va mettre trois petites lotus pour représenter la famille. Et après, je dis, mais la famille, s'il n'y a pas le père, comment je vais représenter le père? Alors j'ai choisi, j'ai choisi une pièce, quoi. Et je me suis dit, bon, voilà, la base, c'est le père, mais au-dessus, c'est la famille. Écoutez, bravo. Voilà. Et ça a été fait par un artiste local, hein. C'est un artisan local. Et d'ailleurs, il a son nom derrière. Voilà. J'irai le voir. Voilà, merci beaucoup. C'est pas tout à fait terminé. J'ai demandé à Ève de venir parmi nous parce que nous avons des livres à offrir à un certain nombre de lauréats. Est-ce que vous voulez dire un mot, Ève, sur cet événement concernant votre grand-père que vous avez très peu connu, mais est-ce que vous pouvez dire un mot? Je sais pas. Je suis très fière d'être sa petite fille et malgré le fait que je l'ai peu connue, je l'ai quand même connu pas en tant qu'homme d'alpine, mais en tant que grand-père. Et je passais beaucoup de temps avec lui et donc je pense qu'il serait très content de voir tous les faits qu'il continue à faire et à faire briller les yeux des gens et les miens aussi. Donc, Formidable. Et maintenant, avec Maheu, de continuer à évoquer tout ça. Merci beaucoup, Ève. On va tirer au sort les 6 livres. Il y a 6 livres qui restent, qui avaient été réédités à l'occasion des 100 ans de M. Redé pour la manifestation de Dieppe. Et Lionel m'a demandé d'en garder 6 pour la soirée d'aujourd'hui. Donc voilà, ce sont les 6 derniers. Et donc, ils ont été dédicacés par les pilotes. Ils ont été dédicacés, bien sûr, par Madame Redley et par Olivier, etc. Donc, on ne sait pas qui va les gagner. Mais ceux qui ne sont... il faut absolument être présent pour les avoir. Hein. Donc, tous les pilotes ont été mis sur un petit papier ici dans le sac et on va demander à Madame Redélé et à Ève de tirer les grands gagnants de ces ouvrages dédicacés qui sont les derniers de la série. alors, Ève va lire le Voilà. nom. Non, il faut lire. C'est moi qui dois lire. Oui. C'est écrit gros. Laurent Ménager. Alors, Laurent Ménager, est-ce que Laurent Ménager est là? Il doit être là, forcément. Faut lui laisser le temps de venir. On va en tirer un autre pendant ce temps-là. Il y a une caméra aussi qui doit le prendre. Stéphane Maréchal. Stéphane Maréchal. Si vous voulez bien venir nous rejoindre sous l'autre tente pour qu'on puisse vous remettre votre ouvrage. Charles Michou. Charles Michaud. Ah. Laurent. Laurent, venez parmi nous. Il y a marqué Charles. Oui, Merci. Et j'étais à table avec mon épouse et je faisais ça. J'étais à table avec mon épouse et je me mettais les mains comme ça. Pour aller, on y croit. Faut toujours y croire. C'est absolument incroyable. Faut toujours y croire. Je suis ému. Merci. Bravo. Avec grand plaisir. Un beau souvenir. Voilà. En plus, j'étais au 100 ans à Dieppe.
avec un excellent souvenir. Oui. C'est ma 4e fois que je viens. Voilà. À l'année prochaine. Ah oui. Merci à tous. Hein. Bravo. Est-ce que Stéphane Maréchal est là? Il est là. Alors, c'est pareil. Merci beaucoup. Merci. C'est très émouvant. Mais le son, c'est gentil. C'est un ami belge. Je viens de Belgique, effectivement. Bravo. Ouais. Ah ben, on est très contents qu'il y ait un de nos compatriotes qui... Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Charles Michaud. Merci beaucoup. Je suis d'autant plus touché que, habitant Centeny, à côté de Brie-Contrevert, étant dans l'horticulture, bien connaissant la famille Escoffier, donc ça me fait encore beaucoup plus plaisir. Je vous remercie. Bravo. Le prochain est Gilles Moussou. Gilles Moussu. Il est là, Gilles. Il en reste encore 2 après. Merci à tous. Merci à tous. Félicitations. Bravo. Bravo. Merci. Attention, le prochain. Stéphane Cournet. Stéphane Cournet. Cournet, oui. Stéphane Cournet. Il est là? Non? Si, forcément là. Voilà, Oui, oui. je vois un gars qui a... Non. Ah, là. Ça bouge. Ah, non, ça bouge, ça bouge. Voilà. Stéphane. Et puis on peut appeler le dernier. Le dernier. C'est le premier. Allez-y. Merci. Bravo. Félicitations. Grand suspense, le dernier. Joël Filatov. Joël Filatov. Joël Filatov. Alors, on va conclure. Normalement, on doit avoir. Ah, voilà, Joël Filatov, non? Non, il n'est pas là. Bon. Bon, il y a quelques fleurs qui doivent être distribuées. Elles arriveront tout à l'heure. On ne va pas vous retenir plus longtemps. On voulait. Joël Filatov, ah oui. Il est là, Joël Filatov, ou pas? Parce que s'il n'est pas là, on va retirer. Hein, les filles, elles sont pas là, mais. Oui, non. On va les remettre tout à l'heure. Non, non, on va les faire maintenant. Non. T'es sûr? Alors on retire. Il est là? Bah oui, mais. Oui, oui. Il n'est pas là, mais il va le prendre pour lui. Alors venez, madame, venez, on va vous le donner. On va vous le donner. Voilà. Je suis désolée. Non, non, mais c'est très bien comme ça. Je vais lui donner, mais quelque part ici, c'est sûr, il est là. Parfait. On va lui enlever le- Parfait. Très bien. Merci beaucoup. pour lui. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, donc la manifestation va se conclure là. Vous allez récupérer peut-être quelques fleurs juste après. On vous invite à aller voir les stands. Maintenant, il ne pleut plus, le soleil est revenu, donc vous pouvez regarder les stands. Il y a des stands alpines, il y a des stands de l'Amiro, il y a des stands de petites voitures, il y a des stands de la gendarmerie nationale, il y a des artistes peintres, il y a des vendeurs de pièces et de maquettes. Il y a tout ce qu'il faut sur le bord de la route.
Et on vous remercie encore une fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Même lieu, même endroit. La date sera peut-être pas la même. Voilà. Merci encore. Bravo. Bravo à vous. Madame Redley, merci beaucoup. Non, non, il n'est pas là. Non, non, lui, il est. Parfait, j'ai pas la main verte. Alors Victor fête ses 40 ans aujourd'hui, c'est un beau jour, tu n'oublieras pas d'avoir fêté ses 40 ans dans ce moment-là. Bravo à toi. Merci pour tout.